le sourire de Lola et son regard d'enfant. Fouquereuil a rendu hommage aujourd'hui à la jeune victime. Son père est originaire de cette commune du Pas-de-Calais. À côté du portrait de la collégienne, son frère et son demi-frère assistent au rassemblement. Devant eux, un défilé ému d'anonymes venus signer le recueil de condoléances. Ils ne sont pas tout seuls. Toute la France était avec les parents de Lola, les amis, les proches. Ça a ajouté de l'émotion parce que c'est notre voisin. Ça me touche parce que quand même, quoi, elle avait mon âge, donc c'est dramatique, quoi, ce qui lui est arrivé. Ça aurait pu m'arriver. Donc... Le besoin d'apporter du soutien à la famille de Lola. Une semaine après son meurtre barbare. Tout commence par une angoisse qui monte inexorablement. Le 14 octobre dernier, en plein après-midi, Lola, 12 ans, ne rentre pas chez elle après ses cours au collège. Son père part à sa recherche dans les rues du quartier. Le papa il s'est présenté dans la structure où je travaille et en montrant des photos et des vidéos de sa fille à des collègues ainsi qu'à des enfants qui habitent ici, et en disant que sa fille elle est toujours pas rentrée du collège, qu'il s'inquiétait et qu'il savait pas où elle était, donc il a posé plein de questions, si on l'avait vue dans le quartier ou pas, et il était hyper inquiet, pas bien du tout. Aux alentours de 18 h, la maman de Lola pousse la porte de ce commissariat de quartier. Au même moment, le père de Lola, gardien d'immeuble, visionne les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du hall de la résidence. Et sur cette image, il découvre qu'à 15h17, sa fille est entrée dans l'immeuble, accompagnée par une femme. Puis, à 16h48, il remarque que cet inconnu est ressorti seul, habillé différemment, avec une malle et 2 valises. Que s'est-il passé pendant ces 90 minutes? Où se trouve la collégienne? Une équipe de police se rend sur place. Adrien en fait partie. On est parti avec des équipages, donc il y avait la police secours et la BAC qui sont venus avec nous. Et donc on est allé directement dans l'immeuble de la petite Lola pour déjà vérifier les caméras, donc les dires de ses parents, voir de nous-mêmes ce qu'on pouvait y trouver, et ensuite faire une enquête de voisinage. C'est là aussi où on a effectivement visité les parkings. Et quand du scotch et le cutter ont été découverts, on a commencé vraiment à s'inquiéter. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? On pensait qu'il y avait de fortes chances quand même qu'elle ait fini par être enlevée, mais on n'imaginait pas le pire. Le pire, la mort de la collégienne. Les policiers s'activent. Ils savent que le temps est compté. Mais vers 23 h, c'est un SDF qui fait basculer l'enquête. Une personne aurait signalé une caisse avec un corps à l'intérieur. Et c'est un équipage qui passait à ce moment-là dans la rue et qui va descendre du véhicule et aller vérifier. Et là, il trouve dans la caisse ce qu'ils identifient comme le corps d'une fillette recroquevillée. Donc nous, on va entendre tout ça sur les ondes. Et on va aller voir, bien sûr, hein, pour être certain qu'il s'agit bien de la petite Lola. Mais en réalité, on s'approche, on regarde, mais on va pas jusqu'à la caisse, en fait. Tous les soupçons portent désormais sur la femme de la vidéosurveillance. Qui est-elle? Que sait-elle? Les policiers vont tenter de retracer son parcours. Ils recueillent un premier témoignage. Le témoin va se présenter et qui va nous dire avoir été en contact avec une femme à l'attitude très étrange et que lui aurait éventuellement, au bout de quelques temps, fini par comprendre que peut-être il y avait un cadavre dans cette boîte, dans cette caisse. Sauf qu'après lui avoir parlé, la jeune femme de 24 ans s'est déplacée, toujours avec cette caisse. Il est 18h03 lorsqu'elle monte à bord d'une voiture conduite par un homme qu'elle connaît et qu'elle vient d'appeler.
Ils partent direction Asnières, ils vont chez lui et là ils vont rester plusieurs heures chez lui. Elle va prendre une douche, elle va se changer et elle va demander à un moment donné, au bout de 4 heures, de vouloir repartir. Elle souhaite repartir. L'homme lui commande un VTC. Ce VTC, il arrive aux alentours de 22h30. La malle est chargée dans le coffre de la voiture. La suspecte reprend la direction du 19e arrondissement de Paris. Une dizaine de kilomètres pendant lesquels elle discute avec le chauffeur. Notre confrère du Parisien a pu s'entretenir avec lui. Selon son témoignage, eh bien, la suspecte a un comportement pas délirant, mais un peu décalé. Leur conversation est d'abord tout à fait badine. Ils parlent de leur situation professionnelle respective, mais sur quelques phrases, il bloque un peu. Il est même refroidi par la tonalité de cette jeune femme. Et ensuite, eh bien, un silence s'installe. C'est là encore ce qu'il explique, ce qu'il raconte. Et là, ce silence est brisé par une insistance tout à fait enfantine pour avoir eh bien, un paquet de bonbons, qui sont parfois disponibles pour les clients de VTC. À son arrivée à l'adresse indiquée, la passagère, encore dans la voiture, passe un coup de téléphone à sa sœur chez qui elle loge. Elle lui demande de l'aide pour transporter ses bagages. Mais d'après nos informations, eh bien, cette grande sœur refuse de prêter main forte à sa cadette, sentant bien qu'il y a là peut-être dans cette malle quelque chose de particulièrement suspect. Dabiabé abandonne cette malle qu'elle traîne avec difficulté dans la cour de l'immeuble et s'enfuit. Elle va passer un coup de téléphone à une autre de ses connaissances. Elle va prendre ensuite le tramway, ligne 1, jusqu'à Bois-Colombes. Et c'est là qu'un homme vient la chercher pour la ramener chez lui. C'est là qu'elle passe la nuit, chez cette connaissance. Cet homme, c'est le colocataire de Kamel. Il m'a envoyé un message à 2h du matin, je suis avec un nana. Dans la piscine. Et moi, j'ai pas aimé ça. Quand j'ai rentré, j'ai dormi derrière, j'ai pas parlé avec lui. Parce que des fois, il fait n'importe quoi. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'il faisait? Je sais pas. Moi, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Elle est venue combien de fois ici, chez vous? C'est la première fois. À 7h40, le lendemain matin, la jeune femme est interpellée. Elle est conduite dans les locaux de la brigade criminelle pour être interrogée avec 5 autres personnes. Les enquêteurs vont alors découvrir le calvaire qu'elle a fait subir à sa jeune victime. Elle va attirer Lola dans la maison, dans l'appartement de sa sœur. Et là, eh bien, elle va lui demander de prendre une douche. Elle va la bâillonner et c'est justement ce bâillonnement qui va provoquer son asphyxie parce que Lola n'arrive plus à respirer. Il y a des coups également qui sont portés et ça c'est l'autopsie qui va le révéler, des coups ante-mortem, des coups post-mortem. Il y a d'autres détails qu'elle va donner aux enquêteurs mais que nous avons choisi de ne pas révéler parce qu'ils sont beaucoup trop sordides, beaucoup trop atroces. Le corps de cette petite fille, elle va ensuite le mettre dans une malle. Cette malle, elle se trouvait dans la maison de sa sœur. Une barbarie absolue